Élections Cameroun a clôturé le dépôt des dossiers des candidatures pour la prochaine élection présidentielle du 12 octobre 2025. Au total, 82 dossiers ont été reçus, parmi lesquels quelques visages familiers de la dernière élection présidentielle de 2018. Parmi eux, Paul Biya, président sortant, candidat pour un 8e mandat à 92 ans après 43 années passées au pouvoir. Mais le président de la République devra faire face à une opposition interne avec le dépôt de la candidature de Léon Taylor Onana, élu local et membre du RDPC. Du côté de l'opposition, Maurice Kamto, ancien président du MRC, revient sous les couleurs du Manidem, tandis que de son côté, Cabral Libi est investi par le PCRN. Maître Akeremouna, figure bien connue de la société civile camerounaise, est investi par le parti Univers. Joshua aussi, investi par le SDF, parti historique de l'opposition camerounaise. Dernière figure parmi ces revenants, Serge Espoir Matomba réapparaît sous les couleurs de son parti, le PERS. Parmi les dossiers reçus par Élections Cameroun figurent également ceux de Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma Bakari, respectivement présidents de l'UNDP et du FSNC, et qui ont rompu il y a quelques jours leur alliance politique avec le parti au pouvoir. La prochaine étape après le dépôt des candidatures sera la phase cruciale de l'examen des dossiers qui peut donner lieu à des rejets ou à des recours devant le Conseil constitutionnel. Pour en parler, nous recevons le professeur Dounian Aimé, expert des questions constitutionnelles, enseignant à l'Université de Garoua au sein de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Professeur, merci d'avoir accepté l'invitation de Nord-Actu Télévision. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Eba, pour l'honneur que vous me faites de pouvoir éclairer la lanterne des nobles citoyens camerounais au sujet de l'élection présidentielle qui est une élection cruciale pour un État, pour une nation. Alors, je parlais tout à l'heure du nombre de dossiers reçus. En chiffre, 82, c'est historique, c'est un record carrément. Monsieur Eba, il faut dire sans embâche que c'est un record historique dans l'histoire politique des États, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Occident. Ce chiffre record de 82 n'était jamais perçu nulle part. Et nous percevons à travers ce chiffre record, pour ma part, Monsieur Eba, le signe manifeste de la démocratie, de l'état de droit et surtout de la liberté d'expression qui est une liberté fondamentale. Alors, on parle justement du dépôt de candidature, des dossiers de candidature, mais c'est quoi exactement un dossier de candidature? Alors, pour répondre à cette question, vous me permettez déjà de situer le débat par rapport à ces 82 candidatures. Allez-y. Si vous avez bien constaté dans la saga du dépôt des candidatures, dans cette saga politique, on peut faire trois classements. Il y a des candidatures qui émanent de la jeunesse, des candidatures qui émanent du sexe féminin, avec l'approche genre. Tout à fait. Et des candidatures des adultes. Et toutes ces différentes candidatures traduisent, ma foi, un message fort qui est lancé à la nation. Pour les jeunes, par exemple, ils sont en train de contester la question relative à l'âge. Nous prenons par exemple un candidat qui a eu à déposer son dossier et lorsqu'il a été interviewé, il a fait comprendre que si un représentant de la nation, parce qu'il n'y a que deux représentants de la nation, à savoir le président de la République et l'Assemblée nationale, si un représentant de la nation, qu'est le député, peut poser sa candidature à 23 ans, pourquoi pas le président de la République? Pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'à 35 ans? Donc, pour la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'il faut revoir ces conditions pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'impliquer davantage dans le jeu politique. Mais on est bien d'accord que c'est une disposition constitutionnelle. Oui, nous sommes d'accord que c'est une disposition constitutionnelle. C'est pourquoi je vous dis c'est une alerte, c'est un message que la jeunesse est en train de passer. Pour le sexe féminin, c'est également un message pour dire que désormais, les femmes vont
et peuvent, n'est-ce pas, aussi participer dans le jeu politique de manière active. Pour les adultes, certainement, certains sont dans la logique du renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire, le message qui est passé, c'est qu'il faut renouveler la classe politique, c'est qu'il faut voir en termes de technicité qui peut, n'est-ce pas, briguer la candidature à la présidence de la République. Les dossiers qui ne présentent pas des candidats qui sont membres d'un parti politique ou encore des dossiers qui ne remplissent pas les conditions prévues par le code électoral et la Constitution. Mais sauf que dans le cadre justement de l'élection présidentielle, la tâche dévolue à Elecam pour cette première phase, c'est de recevoir les dossiers et ça s'arrête là. C'est la raison pour laquelle, monsieur Eba, je parlais tout à l'heure d'insuffisance ou alors de manquement. Parce que pour ce qui est de l'élection présidentielle, le code électoral ne fait pas de celui qui reçoit les dossiers, à savoir la direction générale, le juge de l'irrecevabilité. Tout à fait. Or, pour l'élection municipale, la commission communale est bel et bien juge de l'irrecevabilité. C'est-à-dire qu'après avoir reçu le dossier, les agents de l'ECAM doivent se rassurer que ces dossiers remplissent les conditions déterminées par la loi, auquel cas le dossier est purement, tout simplement rejeté ou remis au candidat. Mais dans le cas de l'élection présidentielle, la direction générale et ses démembrements régionaux ne sont chargés que de la recevabilité des dossiers durant un délai bien précis. Est-ce que vous pensez que ça a ouvert la voie à un boulevard, comme ce qu'on a pu observer justement? Naturellement. S'il y avait un filtre, s'il y avait un tamis, dans le cas de la rigueur pour la recevabilité des dossiers, je vous avoue, monsieur Eba, qu'on ne serait pas à ce nombre. Professeur, est-ce que vous êtes en train de plaider pour qu'on revoie cette disposition-là? Parce que lorsqu'on vous entend, peut-être pour vous, c'est peut-être quelque chose à revoir. Monsieur Eba, il faut le dire, nous sommes dans une élection cruciale, une élection fondamentale. C'est l'élection présidentielle. C'est toute une nation qui a rendez-vous avec un homme. C'est toute une nation qui a rendez-vous avec un homme et une histoire. Donc l'élection présidentielle ne saurait être banalisée, permettez-moi l'expression. C'est vrai que c'est le signe d'une vitalité démocratique et de l'état de droit, mais l'élection présidentielle ne doit aller à cette élection qu'un candidat sérieux. Surtout que le code électoral, la Constitution et le code électoral ont déjà fixé les bornes et les butoirs, les pièces à fournir pour le dépôt d'une candidature. Mais professeur, comment juge-t-on le sérieux d'un candidat dans ce cas de figure? Parce que vous ne savez, si un jeune de 23 ans a fourni toutes les pièces nécessaires, ou bien un adulte de 42 ans a fourni toutes les pièces nécessaires, comment on juge le sérieux d'un candidat? Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention tout simplement de votre part? Pour répondre à votre question, je me permets de pouvoir vous dire exactement ce qu'on entend par candidature. La candidature est l'intention que met une personne de pouvoir briguer un poste de responsabilité. C'est la manifestation d'intention d'une personne de pouvoir aller en compétition pour un poste à pouvoir. Sur le plan politique, lorsqu'on parle de dépôt de candidature, c'est le dépôt d'un dossier à travers lequel une personne manifeste son intention de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. C'est qu'ont fait les 82 candidats qui ont déposé leur dossier de candidature. Tout à fait. Maintenant, est-ce que la candidature peut être taxée de sérieuse ou pas? Je dis, pour un candidat sérieux, la première règle fondamentale à remplir, c'est de prendre acte ou de prendre connaissance des dispositions constitutionnelles et légales encadrant la candidature.
Pour le cas d'espèce, quelles sont les conditions, quelles sont les dispositions légales qui encadrent la candidature? Quelles sont les conditions à remplir? Alors, pour ce qui est de l'élection présidentielle, il faut distinguer deux paliers. Et le commun des mortels, les citoyens ne semblent pas très bien percevoir cela. Il y a d'abord, avant la candidature, il y a ce qu'on appelle l'éligibilité. Pour qu'un citoyen soit éligible, il y a des conditions à remplir prévues par l'article 6, alinéa 5 de la Constitution et l'article 47 du Code électoral. Alors, pour être éligible, il faudrait être citoyen camerounais d'origine, jouir de ses droits civiques et politiques, avoir 35 ans révolus à la date de l'élection, n'avoir jamais été frappé des incapacités électorales prévues pour l'électeur, à savoir n'avoir jamais été condamné pour crime, n'avoir jamais été l'objet d'une peine privative de liberté au-delà de 3 mois, assortie avec sursis, ou au-delà de 6 mois, n'être pas un malade mental, ou encore n'être pas un failli. Ça, c'est cette condition qui est même liée à l'électeur. Parce que n'oubliez pas qu'un candidat est d'abord avant tout un électeur. Tout à fait. Et donc maintenant, pour ce qui est du candidat, il y a également les conditions de l'éligibilité prévues par l'article 117, à savoir ne pas être en intelligence ou en connivence avec une puissance étrangère, avec une personne ou avec une organisation étrangère. Ça, ce sont les conditions d'éligibilité. Lorsque le candidat a déjà rempli ces conditions d'éligibilité, maintenant il y a la candidature. Et dans ce qui est dossier de candidature, la première chose, c'est déjà ce qu'on appelle la demande de candidature. Et cette demande de candidature, c'est un document où le candidat manifeste clairement son intention d'être candidat à l'élection présidentielle. Et quelles sont les autres pièces? Et donc, non, vous allez comprendre qu'en réalité, ce n'est pas une pièce. Cette intention de cette candidature doit être légalisée. Et cette candidature doit comporter un certain nombre d'indications, à savoir nom et prénom, date et lieu de naissance, profession, résidence, sans oublier que ça doit également indiquer le parti qui doit vous investir, également les couleurs, les symboles et le titre. Donc voilà d'abord ce qui doit figurer dans la demande de candidature. À côté donc de ce document, il y a des pièces qu'il faut joindre. Et pour ce qui est des candidats indépendants, il y a 8 pièces. Par contre, pour ce qui est des candidats, n'est-ce pas, présentés ou investis par un parti politique représenté, il y a 7 pièces. Les 8 pièces pour les candidatures indépendantes, c'est d'abord les 300 signatures. Et l'article 121, alinéa 2, précise que la signature fait par un signataire, et ces signataires sont entre autres les membres des chambres consulaires, chefs traditionnels de premier degré, conseiller municipal, conseiller régional, sénateur ou député. On dit que ces différentes signatures doivent être légalisées par une autorité administrative territorialement compétente. Mais professeur, si vous permettez, oui. Si vous permettez, il y a un terme qui revient dans vos propos assez fréquemment, c'est le terme légalisation. Et on a bien vu que
durant cette phase réservée au dépôt des candidatures, il y a eu certains candidats ont prétendu avoir rencontré des soucis au niveau de la légalisation de certaines de leurs pièces. Dans le cas d'espèce, pour l'élection présidentielle, quelle est l'autorité qui est habilitée à signer les pièces, les documents nécessaires pour qu'un candidat puisse constituer son dossier et déposer ce dossier à ELECAM? Alors, avant de répondre à votre question, vous allez comprendre que mon intervention tout à l'heure, qui visait à lister les différentes pièces de l'acte de candidature, il y a la réponse à votre question à l'intérieur. Parce que comme pièce, je vous disais que pour la candidature indépendante, il fallait les 300 signatures. Tout à fait. Donc, chaque signature devrait être légalisée par une autorité administrative. Il faut, à côté de ces 300 signatures, il faut un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois. Il faut un certificat d'imposition ou de non-imposition. Il faut un engagement sur l'honneur du candidat à respecter la Constitution. Il faut le certificat de cautionnement du versement du montant de 30 millions au trésor public. Et il faut à côté également de cette pièce, j'ai dit tout à l'heure, un certificat de nationalité. Vous comprenez que dans toutes ces pièces, il n'y a pas de certificat médical, malheureusement, mais c'est l'autre loi, elle est ainsi faite. Donc, pour ce qui est cette fois-ci du candidat présenté par un parti politique, représenté dans la déclaration de candidature, il faut un acte d'investiture ou de présentation de candidature légalisée. L'acte de présentation ou d'investiture, c'est un acte qui doit être signé par les autorités censées représenter le parti politique. Et cette disposition, justement, va rejoindre votre question, qui est celle de savoir, au fond, qui est l'autorité compétente pour légaliser les différentes pièces constitutives des dossiers. Qui signe quoi? Alors, à cette question, je dirais que il ne faut pas faire dire au droit ce que le droit n'a pas dit. Beaucoup de personnes sont allées dans leur interprétation. Certains ont estimé que la légalisation des différentes pièces et même de la déclaration de candidature doit être faite par l'autorité administrative territorialement compétente. Je voudrais répondre en disant non. Ne dites pas, ne faites pas dire à la loi ce que la loi n'a pas dit. Si nous prenons l'exemple des signatures, l'article 121 alinéa 2, il est clairement mentionné que chaque personnalité qui va présenter la candidature d'un candidat indépendant, sa signature doit être légalisée par une autorité administrative territorialement compétente. Donc, quand il s'agit d'une autorité administrative, le législateur prend le soin d'indiquer. Et si le législateur n'indique donc pas, ça veut dire que toute autorité administrative et toute autorité censée représenter l'État dans son domaine de compétence peut bel et bien légaliser une pièce. Je prends un exemple simple, l'extrait d'acte de naissance. Oui. Vous convenez avec moi que selon l'ordonnance de 81 modifiée par la loi de 2011, seul l'officier d'état civil n'a pas l'exclusivité, certes, mais a la qualité pour légaliser un extrait d'acte de naissance. Ce qui signifie qu'il faut aller dans une mairie. Dans une mairie. Mais
l'autorité administrative, que ce soit le sous-préfet, que ce soit le préfet, que ce soit le gouverneur ou toute autorité administrative habilitée, peut également légaliser un extrait d'acte de naissance. Maintenant, et vous allez comprendre pourquoi cela fait jaser le public, maintenant, est-ce qu'un officier de police judiciaire peut légaliser un acte? Je réponds par l'affirmative. À l'article 126 du décret de 2011 portant statut spécial des personnels de la sécurité nationale, il est reconnu à l'officier de police judiciaire la qualité de poser des actes à caractère administratif. Et donc, l'un des actes, c'est la légalisation. La preuve, c'est que lorsqu'on lance parfois des concours, les certificats de toise, par exemple, ou encore d'autres pièces comme l'engagement sur l'honneur, sont légalisées par des autorités administratives et ça ne pose pas véritablement problème. Donc, quand la loi n'a pas indiqué que c'est une autorité administrative territorialement compétente, toute autre autorité assimilée ayant le pouvoir de légaliser un acte peut le faire. Donc vraiment, sur cette polémique, il faut clairement dire aux citoyens camerounais que lorsque le législateur voudrait que ce soit une autorité administrative territorialement compétente, il prend le soin d'indiquer. Et lorsqu'il n'a rien dit, un officier de police judiciaire peut être compétent pour signer cet acte. Mais il faut le préciser. Oui. Vous allez me dire, par exemple, est-ce que le maire ne peut pas également signer une déclaration de candidature? Je dis non. Le maire a sa compétence rationnée matière, c'est-à-dire la compétence d'attribution déjà définie. Il ne s'occupe que des faits d'état civil pour ce qui est de ce cas d'espèce, sans oublier que la loi sur la décentralisation, le Code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019, lui donne également un certain nombre de compétences. Alors, professeur, revenons sur l'investiture. Au sein d'un parti politique qui est habilité à investir un candidat, parce qu'on a bien vu certaines formations politiques se retrouvent avec deux candidats et on est bien fondé de se poser deux questions. Est-ce qu'un candidat peut avoir, est-ce qu'un parti politique, autant pour moi, peut avoir deux candidats? Et au sein d'un parti politique, qui est habilité à investir un candidat? Bien, monsieur Eba, vous parlez tout à l'heure du sérieux des candidatures. C'est quoi je vous disais tout à l'heure qu'un candidat sérieux, c'est celui qui prend au moins connaissance de ces différentes conditions posées par le constituant et le législateur pour ce qui est de la candidature à l'élection présidentielle. Maintenant, il y a également un amalgame qui se dégage entre la représentation au sein du parti et la candidature. Il faut dire que ces deux choses sont différentes. Monsieur Eba, une fois de plus, je voudrais dire à l'attention des citoyens camerounais que la candidature et l'appartenance à un parti, c'est deux choses différentes. On explique pour qu'on se comprenne bien. Oui. En des termes très simples. En des termes très simples, je vais prendre une figure de style pour, n'est-ce pas, illustrer cela. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été à l'école primaire et nous avons été dans les collèges et lycées. Pour être considéré comme élève d'un lycée ou d'un collège, il faut être régulièrement inscrit dans ce lycée ou dans ce collège. Tout à fait. À partir de cela, vous êtes considéré comme élève de ce collège. D'accord. Mais ce collège ou ce lycée va présenter des candidats à des concours et à des examens officiels. Alors, il y a des candidats qu'on qualifie de candidats réguliers. Ce sont des candidats qui sont effectivement inscrits et élèves d'un lycée ou d'un collège. Je vous vois venir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les candidats libres. Ce sont des candidats qui ne sont pas inscrits dans un lycée ou dans un collège, mais qui peuvent
candidater, qui manifestent leur intention d'aller concourir à cet examen officiel. Vous comprenez donc qu'il y a une bonne différence entre la candidature et l'appartenance à un parti politique. Pour revenir donc maintenant à un parti politique, la candidature est encadrée par la Constitution et le Code électoral. Et le Code électoral est clair à son article 122. Pour la déclaration de candidature, l'une des pièces à fournir par le candidat est l'acte de présentation de candidature ou l'acte d'investiture du parti par un candidat. On dit bien l'acte d'investiture ou de présentation du candidat par le parti. C'est le parti qui investit. C'est-à-dire, c'est le parti qui va investir. Et le parti investit un candidat. Point. Le parti n'investit pas forcément un candidat qui est membre de son parti. Ça, il faut faire la nuance. Le parti peut investir même un candidat qui n'est pas membre de son parti politique. Parce que la loi n'a pas dit un candidat membre d'un parti politique. S'il faut établir le parallèle avec l'article 184 du Code électoral concernant les élections municipales, là, il est clairement indiqué que pour être candidat à une élection municipale, il faut forcément être membre d'un parti politique. Dans le cas contraire, l'ECAM rejette la liste présentée par le parti politique. Là, la loi a clairement spécifié. Mais pour le cas de l'élection présidentielle, la loi a dit tout simplement un candidat. Donc, n'importe quel parti politique peut investir même un candidat qui n'est pas membre de son parti politique. J'en veux pour preuve, en 2018, le parti Univers a eu à investir le candidat Cabral Libi, qui était président du moins 11 millions de jeunes et qui n'était pas membre du parti Univers. Et pour cette élection, il y a donc une convention entre le parti Univers et 11 millions pour investir 11 millions à l'élection présidentielle, aux élections municipales et législatives. Professeur, précisons que pour cette élection du 12 octobre, le parti Univers a investi Maître Akere. Très bien. Mouna. Le parti Univers a investi cette fois-ci Maître Akere Mouna, pas membre. Et là, vous allez clairement comprendre qu'il n'est pas membre du parti Univers. Et ça, c'est le deuxième versant de mon intervention pour donc faire comprendre que tout va se jouer cette fois-ci au niveau des partis. Et vous voyez qu'au niveau des partis, nous sommes dans une autre loi qui est la loi du 19 décembre 1990 sur la création des partis politiques. Alors, chaque parti, conformément à l'article 3 de notre Constitution, se forme, se crée et s'exerce librement, sous réserve du respect de la souveraineté nationale, de l'intégration nationale, de l'unité nationale. Alors, fort de cela, vous allez comprendre qu'il y a deux catégories de partis au Cameroun. Il y a des partis politiques qui ne peuvent pas investir à l'élection présidentielle un candidat qui n'est pas membre de ce parti, au regard des statuts du parti. Tout à fait. J'en veux pour preuve l'article 27 des statuts du parti, du RDPC, où il est clairement dit, article 27, alinéa 3, que le président national du RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Sauf que pour le cas du RDPC, je précise qu'il y a deux candidatures. Je vais répondre à votre question tout à l'heure, vous allez comprendre la pertinence de ces propos. Si vous prenez l'article 22B des statuts du MRC, il est aussi clairement indiqué que le président national du parti est le candidat à l'élection présidentielle. Par contre, lorsque vous prenez les statuts d'un parti comme le parti Univers ou encore le Manidem, dans
leur disposition, la liberté est laissée aux instances faîtières du parti. Dans le cas du Manidem, c'est le conseil, la coordination nationale qui est chargée, n'est-ce pas, à travers l'article 7, de pouvoir accepter ou refuser tel candidat, tel individu au sein du parti. Donc rien n'est dit par rapport à l'investiture. Tout est laissé au Conseil national de coordination, la possibilité ou le pouvoir d'investir qui il veut. C'est la même chose avec le parti Univers, où il y a l'instance faîtière du parti Univers qui a le pouvoir de pouvoir investir. Maintenant, dans le Conseil national, dans la coordination nationale du Manidem, ou dans l'instance faîtière de l'Univers, il est clair que la compétence de signature de l'acte d'investiture ou de présentation revient soit au président national, soit alors, dans certains cas, au secrétaire général. Donc ce sont les autorités qui sont habilitées à pouvoir apposer leur signature sur le document d'investiture d'un candidat. Donc vous comprenez que tout est ici question de la réalité politique de chaque parti. Professeur, cela peut expliquer pourquoi, pour le cas de Maurice Kamto, pour ne pas le nommer, il a dû démissionner du MRC pour bénéficier de l'investiture du Manidem, bien que n'étant pas obligé, mais sauf qu'étant contraint de respecter les textes du parti. Monsieur Eba, j'aime bien ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, le candidat Maurice Kamto n'était pas obligé de démissionner du MRC. Puisque la loi ne prévoit pas cette condition-là. La condition de la démission n'est pas prévue par le code électoral. Le code électoral dit tout simplement qu'un parti représenté, et dans le cas d'espèce, le Manidem est représenté dans la commune de Dibombari. Tout à fait. Et donc c'est fort de cela que le Manidem peut investir un candidat ou peut présenter un candidat. Et dans la déclaration justement de candidature, la pièce qui est exigée, c'est que c'est l'acte d'investiture ou alors de présentation du candidat. Et donc à partir de ce moment, il n'y a pas de lien entre démissionner du parti pour être présenté par un autre parti. Le seul lien, je vous l'ai dit, c'est les statuts de chaque parti. Tout à fait. Si le MRC, et c'est le cas, dans ses statuts, fait comprendre qu'un membre ne peut pas être à la fois dans le MRC et dans une autre formation politique, être encore membre ou alors adhérer à une autre formation politique, il est clair que le candidat Kamto, conformément au statut du MRC, était dans l'obligation de pouvoir démissionner pour ne pas se mettre en porte-à-faux contre ses propres statuts. Professeur, et qu'en est-il des partis politiques qui se retrouvent avec deux candidats? On a le cas du RDPC, Paul Biya qui veut rempiler pour un nouveau mandat, mais qui en interne doit faire face à l'opposition de Léon Taylor-Onana, qui a également déposé sa candidature. Je précise qu'il est élu local du RDPC. On a le même cas au niveau du parti Univers. On a le même cas au Manidem. On a le même cas à l'UPC, où on a, pour l'UPC, je pense au moins trois candidats. À ce niveau, est-ce qu'on n'est pas dans un imbroglio? Qu'est-ce qu'il en est? Que dit la loi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Alors, monsieur, c'est une question, ma foi, qui turlupine l'esprit des Camerounais. Il faudrait situer les Camerounais sur la réalité du droit. Le droit est froid, le droit est objectif, le droit c'est sans passion. Alors, nous avons des candidats entre griffes présentés par des partis politiques. Nous avons le cas du RDPC, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le cas du Manidem, le cas du MNC, le cas de l'Univers ou encore le cas de l'UPC. Il faudrait dire que la pièce à fournir
l'une des pièces à fournir dans la déclaration de candidature, c'est bel et bien l'acte d'investiture ou de présentation de candidature. Et c'est là où tout le débat se situe. Qui est donc habilité à investir au sein d'un parti politique? Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des instances compétentes pour investir. Vous comprenez que le code électoral n'a pas enfermé les candidats dans une option bien précise. Pour bien comprendre donc cela, il faut revenir à la loi de 90. Et dans la loi de 90, il y a ceux qui vont demander à créer un parti politique. Et lorsque vous créez un parti politique, l'une des pièces demandées, c'est les statuts du parti. Et vous allez vous rendre compte que selon chaque parti politique, il y a une organisation interne. Si vous prenez le cas du RDPC, vous allez constater que l'instance fêtière du RDPC selon les statuts, c'est le Congrès. À la suite du Congrès, il y a le comité central, il y a le bureau politique, et ainsi de suite. Et les statuts du RDPC, par exemple, sont clairs. C'est le comité central qui investit les candidats aux différentes élections, sauf l'élection présidentielle, où les statuts ont déjà déterminé le candidat. Vous comprenez que le candidat ici, c'est le président. Maintenant, qui doit donc investir le président? À l'intérieur, il y a les représentants des partis politiques qui ont la qualité de mandataire ou encore la qualité de représentant du parti politique. Pour le cas du RDPC. Au RDPC, par exemple, c'est le secrétaire général du RDPC qui est, par excellence, celui-là même qui est l'interlocuteur du RDPC avec donc les instances conformément au texte du parti. Donc dans le cas d'espèce, celui qui va apposer sa signature sera le secrétaire général, ou s'il n'est pas dans la possibilité d'apposer sa signature, l'un des responsables suivant l'ordre de préséance au sein de ce parti. Lorsque vous allez au MRC, il y a également une telle configuration. Si vous venez au Manidem, c'est le Conseil national de coordination qui est l'instance compétente pour, n'est-ce pas, choisir ou alors investir un candidat. Et la signature devrait porter, dans le cas d'espèce, l'estampille du président national. C'est la raison pour laquelle le président Anissé Ekane, qui est juridiquement celui qui aujourd'hui est considéré comme le président national du Manidem, c'est le président Anissé Ekane qui doit apposer sa signature. Si nous allons du côté du parti Univers, il y a l'instance fêtière du parti Univers qui est en charge, n'est-ce pas, ils sont considérés comme l'exécutif de ce parti. Et à la tête de cette trouve son président, qui n'est autre que Bourdon. C'est celui-là même qui est à même habilité, autorisé, qui a le pouvoir de signer l'acte d'investiture. Donc il n'y a pas de débat en réalité. Au fond, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, pourquoi? Parce que tout candidat qui n'a donc pas été investi par un parti politique et qui s'est, permettez-moi l'expression, auto-investi, vous comprenez, je ne substitue pas déjà au conseil électoral. Justement. Ou encore au conseil constitutionnel, parce que ce sont les instances constitutionnellement et légalement habilitées à le faire. Nous sommes tout simplement en train de faire une lecture de juristes. Nous disons donc clairement qu'il n'y a pas de débat parce que la loi est claire. L'article 122 du Code électoral est clair. Seul le parti politique peut investir un candidat. Un candidat ne s'auto-investit pas, même si on est membre de ce parti politique. Alors, seul le parti politique investit. Et au sein du parti politique, conformément au statut des différents partis politiques, il y a des instances fêtières qui sont en charge de cette compétence. Et généralement, ce soit
la signature, c'est soit le président national, soit le secrétaire général, selon les réalités juridiques de chaque cas. On vous a très bien compris, professeur. Et cela m'amène à vous poser justement cette question. Quelle est la suite après le dépôt des candidatures? Quelle est la suite pour l'ECAM? On sait qu'après, il y a la phase d'examen. On sait qu'après, il pourrait y avoir des rejets des candidatures. Et ce qui va, pour certains, ouvrir la voie à un contentieux devant le Conseil constitutionnel. C'est quoi la suite après la clôture de la phase de dépôt des dossiers de candidature? Alors, monsieur Eba, vous savez, la question de la candidature, comme les autres questions de campagne ou alors d'élection proprement dite, se sont encadrées par les règles de compétence, les règles de forme et les règles de procédure. Tout le débat que nous avons eu à mener tournait justement autour de ces trois considérations. Alors, c'est quoi la procédure? Le code électoral qui aménage les dispositions constitutionnelles est clair là-dessus. Le débat en matière électorale, c'est-à-dire la phase préélectorale, parce que nous parlons en réalité de la phase préélectorale. Tout à fait. La phase préélectorale, comme la phase électorale, est encadrée. Et cet encadrement, sur le plan de la procédure, sur le plan des règles de procédure, c'est que le président de la République doit convoquer le corps électoral 90 jours avant la date du scrutin. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et lorsque le président convoque le corps électoral, à partir de ce jour même, commence déjà la phase préélectorale, qui va donc déboucher sur la phase électorale plus tard. Et vous vous êtes rendu compte que ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il y a certaines personnes qui sont venues saisir le Conseil constitutionnel pour constater l'inexistence du corps électoral. Et donc à ce niveau, moi ça m'a fait un peu sourire. Parce que selon la théorie de la fiction en droit ou des présomptions en droit, le corps électoral existe déjà. C'est sa matérialisation qui sera faite d'ici à là. Et pour cela, le code électoral oblige le Conseil électoral à pouvoir publier la liste des candidatures admises et rejetées 60 jours au moins avant la date du scrutin. On n'en est pas encore là, mais on est dans cette phase, dans cette mouvance. Nous sommes justement dans cette phase où l'État, du moins le Conseil électoral, parce que la direction générale se charge de recevoir les dossiers. Tout simplement. Et c'est le Conseil électoral qui étudie et publie, arrête et publie la liste. Alors le Conseil électoral a, si nous faisons bien le décompte à partir du 12 octobre, à reculons, 60 jours, vous allez voir que ça tombe, je crois, dans les 10 ou 11 août par là. Donc le Conseil électoral a jusqu'au 10 ou 11 août par là pour publier la liste. Et lorsque le Conseil électoral va publier la liste des candidats retenus et des candidats rejetés, à partir de la publication de la liste, les candidats, le mandataire ou encore le représentant du gouvernement à l'élection présidentielle, qui est dans le cas d'espèce de Minat, ont 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel avec des réclamations ou alors des contestations. Et ces réclamations ou ces contestations vont donc porter sur les candidatures, sur les couleurs, les sigles et symboles des candidats. Il faut également préciser, et ça beaucoup l'ignorent,
Il y a également un contentieux d'éligibilité. Beaucoup l'ignorent, c'est l'article 127 si je ne me trompe pas. Le contentieux d'éligibilité, c'est pour saisir directement le Conseil constitutionnel afin de déclarer tel ou tel candidat inéligible. Et cela, toute personne intéressée peut le faire. Le représentant du gouvernement peut le faire. De l'État à cette élection peut le faire, ou encore un mandataire d'un parti ou le parti politique. Donc, il y a également le contentieux de l'éligibilité qui peut se faire, à côté des contentieux de candidature, des sigles et symboles, où il faut justement attendre la publication de la liste par ENECAM. Alors, au-delà de ces 2 jours, à partir de ces 2 jours de saisine, le Conseil constitutionnel a 10 jours pour, n'est-ce pas, analyser les différents dossiers, écouter les parties en présence, le cas échéant, et se prononcer. Avec justement les mémoires en défense et puis les mémoires en réplique, et se prononcer. Le Conseil constitutionnel a 10 jours justement pour livrer sa décision. Et il faut préciser que lorsque le Conseil constitutionnel a délivré sa décision, conformément à l'article 50 de la Constitution et relayé par le Code électoral, ces décisions sont insusceptibles de recours et s'imposent à toute autorité publique, toute autorité juridictionnelle, à tout citoyen. Donc il n'y a plus de recours possible. Ce que le Conseil constitutionnel aura arrêté, c'est exactement les candidats qui seront retenus. Alors, merci beaucoup, professeur, pour tous ces éclaircissements. C'est un débat qui passionne forcément, mais lorsqu'on a la lecture sous le prisme justement du droit, on comprend mieux certaines choses. Rendez-vous dans quelques jours, parce qu'on sait que cette phase du contentieux est très attendue après que l'ENECAM, le Conseil électoral, ait rendu sa copie. Beaucoup de personnes attendent, c'est une phase très intéressante. Forcément, il y aura beaucoup de débats encore, on espère vous avoir sur le plateau de Nord-Actu Télévision pour en parler. Tout le plaisir sera toujours le mien de venir éclairer les nobles citoyens camerounais. Il faut dire que nous ne prétendons pas détenir la science infuse. Et donc nous sommes toujours ouverts à tout débat, toute contradiction venant de tous les propos que nous avons tenus ou que nous allons tenir. Et nous voulons une fois de plus remercier déjà l'équipe technique de Nord-Actu ainsi que son présentateur, qu'on ne présente plus, M. Eba, pour ce plateau ou pour cette tribune qui nous offre tout le temps de pouvoir, n'est-ce pas, éclairer la lanterne des nobles citoyens camerounais. Ils sont 82 candidats sur la ligne de départ pour l'instant, mais combien seront-ils pour le sprint final vers l'élection du 12 octobre prochain? Pour l'instant, personne ne peut le dire, mais on le saura après le travail du Conseil électoral et du Conseil constitutionnel. Des moments, bien évidemment, que nous vous ferons vivre sur Nord-Actu Télévision. Mais entre-temps, nous vous remercions de votre fidélité et à très bientôt pour un autre rendez-vous avec vous et des experts. Merci.